chercheur, il s'appelle Dean Radin, il travaille aux États-Unis, en Californie. Et vous voyez, donc, sa recherche a impliqué 137 sujets, il y a eu 250 séances, 6 expériences, et les articles ont été publiés dans une revue de physique qui est relativement réputée. Hein. Et donc le protocole, ça part du principe que, comme je vous l'ai dit, quand on observe le système de double fente, en fait, les photons se comportent comme des particules. Si on ne l'observe pas, elles se comportent comme une onde. Et auquel cas, on a des franges d'interférence. Donc on demande à des méditants de se concentrer pour faire comme s'ils regardaient les doubles fentes, en fait, comme s'ils observaient le système de double fente. Donc ils l'observent en fait par la pensée, bien sûr, parce qu'ils ne l'observent pas directement. Donc on s'attend à ce que le résultat, ça soit une réduction de la frange d'interférence, parce que c'est comme si on avait mis des détecteurs derrière chaque fente, en fait. Ça revient même. C'est exactement la même situation que l'expérience où on met des détecteurs. Et du coup, c'est ça que ça donne, effectivement. Dans la situation du haut, les méditants sont en état de relaxation, et on a une figure de frange d'interférence classique, qui est bien pleine. Et donc, ça veut dire que la lumière est passée par les deux fentes de manière équivalente, sous forme d'onde. Quand on demande aux méditants de se concentrer, donc ça c'est la situation contrôle, ça c'est la situation expérimentale, et bien effectivement, on s'aperçoit que les particules passent davantage par une des fentes, donc sous forme de particules, et non plus d'ondes, ce qui fait que ça réduit la figure d'interférence. Donc c'est la preuve que l'action en fait des méditants se traduit au niveau de la figure observée. Donc que les méditants ont une action effective. Donc la pensée agit sur la matière. Dans ce cas-là, c'est absolument incontournable. La pensée, la concentration agit sur la matière. Donc premier, après, il n'y a plus de courbe. Mais juste pour vous montrer quand même l'ordre de grandeur de cette expérience-là, le résultat, c'est que dans la situation contrôle, on est près de 0, donc. Et dans la situation expérimentale, on fait travailler les méditants, on a un ordre de grandeur de 6, de moins 6. Hein, c'est un Z-score, c'est une valeur statistique. Et c'est un ordre de grandeur jamais vu dans ce type d'expérience-là, si vous voulez. Donc ça montre que les méditants sont capables d'influencer une expérience de physique quantique. Ça montre que la matière est liée à la perception qu'on en a, et en tout cas est liée à l'influence de la conscience. Donc ce sont des résultats qui ne sont pas du tout connus ici en France, parce que personne n'en parle. Je ne sais pas trop pourquoi. Personne ne sait expliquer, à part Philippe et quelques autres qui ont des pistes évidemment pour expliquer ça. Ça reste des résultats extrêmement troublants qui ne sont pas non plus reconnus par toute la communauté scientifique, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Mais Dean Radin est un chercheur très sérieux, dont je vais reparler après parce qu'il a fait des expériences aussi sur le psy. Et ces papiers, il y a un chercheur français d'ailleurs qui collabore avec lui. Et ces papiers sont publiés dans une revue de physique, et depuis ça fait au moins 7 ou 8 ans que ça dure. Et à chaque expérience, il a des résultats de plus en plus consistants en fait, sur ce protocole expérimental. Voilà, donc ça je trouve ça assez impressionnant quand même. Donc je voulais vous mettre un peu dans l'ambiance avec ça. Alors les implications en fait métaphysiques du lien entre la conscience et la physique quantique, on peut les résumer grossièrement comme ça. Donc on peut considérer que la matière forme un tout indivisible, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la base de ce que disait Bernard d'Espagna. Toutes les particules ont été reliées entre elles au moment du Big Bang, et donc elles sont liées par l'intrication. Bon. La conscience de l'observateur fait advenir la réalité en interagissant avec un champ d'information, parce qu'il faut dire qu'un résultat d'une expérience de physique quantique, il reste dans un état indéterminé tant qu'il n'est pas observé. Un système quantique, il est dans des états superposés. Donc ça, c'est la théorie physique pure et dure qui nous dit ça. Hein, un système physique quantique se retrouve dans plusieurs états superposés, donc il y a plusieurs en fait, potentialités, il y a plusieurs possibilités de résultats, et ça reste indéterminé tant que ce n'est pas observé. Donc, les implications sont discutées par des philosophes, tout le monde n'est pas d'accord, mais toujours est-il qu'il y a quand même une forme de consensus pour dire que la conscience, d'une manière ou d'une autre, elle agit. En fait, la conscience de l'observateur, elle joue un rôle. Quel rôle? C'est toute la question. Mais ça, c'est déjà une interprétation que je fais moi,
avec bien sûr l'appui de plusieurs physiciens et philosophes, on peut dire que c'est comme tout se passe comme si la conscience de l'observateur faisait advenir la réalité en interagissant avec un champ d'information, et Philippe nous en dira plus tout à l'heure, donc un champ d'information qui se trouverait dans le vide quantique, donc partout aussi, partout dans l'espace en fait, et ce vide quantique contient des multitudes de formes potentielles de la matière. Voilà, c'est un petit peu grossier, mais c'est une façon de dire les choses. Ce qui fait que l'espace et le temps, finalement, sont comme des illusions, c'est des espèces de projections de notre conscience, en fait. Et ça rejoint, bien sûr, ce que disent aussi les grandes traditions spirituelles, notamment, donc, je vous le disais, l'hindouisme, qui nous dit que la réalité est une illusion. Bon, mais c'est une illusion qui est quand même tenace, évidemment, donc il faut faire avec. Hein. Bon, là, j'avais mis une slide de Philippe, je pense que... Je ne sais pas si elle est toujours à jour, cette slide, en fait. Ouais. Voilà comment Philippe il propose de concevoir nos vies. Donc, encore une fois, il vous le dira mieux tout à l'heure aussi. Donc ça, c'est un tunnel d'espace-temps, en fait. Hein. Il y a l'espace, il y a 3 dimensions d'espace. Et puis le temps. Sauf que le temps qui est à l'intérieur du tunnel, c'est une illusion, c'est un temps illusoire. Mais ce tunnel, en fait, il bouge dans une autre dimension de temps qui est le temps réel. Voilà, et en fait, ce qui bouge, ce sont nos lignes de vie, qui bougent en fonction de nos choix, et il vous l'expliquera mieux que moi. Nos lignes de vie bougent en fonction de nos intentions, en fonction des choix que nous posons dans le présent, qui agissent sur le futur et sur le passé. Je vais peut-être un peu vite, là, mais voilà, l'idée, c'est qu'on est sur des lignes temporelles qui sont déjà déterminées, mais dont on peut changer, grâce à nos intentions. Voilà, mais Philippe me corrigera tout à l'heure si je dis des bêtises. Alors, qu'est-ce que l'éveil spirituel? Qu'est-ce que j'ai appris ça? Oui, j'ai deux slides là-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle l'éveil spirituel dans les traditions justement orientales? Eh bien, notamment, ça c'est une notion qui revient souvent, c'est que être éveillé, c'est avoir conscience de la non-dualité. Donc, c'est se trouver au-delà de la dualité sujet-objet. Donc, comment on arrive à ça? Ça, c'est une autre question. Mais l'éveil spirituel, c'est ça, c'est de se trouver au-delà de cette relation sujet-objet et se trouver aussi au-delà, justement, de l'espace et du temps qui sont des projections de la conscience. Le bouddhisme nous dit notamment que la nature du soi, elle est complètement identique à la nature de l'absolu. C'est-à-dire que tout l'hindouisme en fait repose sur cette simple phrase, c'est Atman est Brahman, donc ça veut dire juste ça. Et tous les développements partent de là en fait. Le soi est comme l'absolu, on est de la même chose. C'est la même chose que de dire je suis Dieu, je suis une parcelle de Dieu, après tout ça c'est des mots. Hein. Mais voilà l'idée. Dans le zen, la méditation consiste à faire disparaître le sujet. Donc le sujet c'est ce qui observe. Et dans la méditation de l'hindouisme qu'on appelle l'Advaita Vedanta, enfin c'est plutôt une réflexion philosophique, c'est la voie de la non-dualité, on fait au contraire disparaître l'objet. En fait l'objet se fond dans le sujet, et dans le premier cas le sujet se fond dans l'objet. En fait il n'y a plus de distinction entre le sujet et l'objet. Donc vous allez voir qu'il y a des méthodes en fait pour faire ça. Alors là, on a des philosophes qui nous ont mis aussi sur la voie un petit peu, parce que bien sûr, ces réflexions-là, qui viennent des philosophies orientales, elles ont aussi leur pendant plus ou moins dans la philosophie occidentale. Hein. Donc Edmond Husserl, notamment, qui est l'inventeur de la phénoménologie en philosophie, il a dit être conscient, c'est être conscient de quelque chose. On ne peut pas être conscient de rien. Il faut qu'il y ait un objet, justement. La conscience, c'est être conscient d'un objet. Donc, tant qu'on n'est pas dans la non-dualité, on est conscient soit de quelque chose à l'extérieur de soi, soit on est conscient de soi, mais on est conscient nécessairement de quelque chose. On ne peut pas être conscient de rien. Voilà, donc être conscient, c'est être conscient de quelque chose. Et on a un autre philosophe qui était aussi d'ailleurs un évêque, Berkeley, du XVIIIe, qui lui nous a dit être, c'est être perçu. Ça c'est intéressant à creuser parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que quelque chose existe, il faut qu'il y ait une conscience en fait qui valide cette existence-là.
si vous avez une planète qui flotte dans l'univers et qu'il n'y a personne pour la voir et aucune conscience, disons supérieure, divine ou quoi, pour le savoir, comment est-ce qu'on sait que cette planète existe? Il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun moyen de savoir. Il faut que cette planète elle existe dans un espace, dans quelque chose qui valide son existence. Vous voyez la réflexion, comment elle se fait? On n'existe pas s'il n'y a pas quelque chose qui nous perçoit. Hein, donc ça, c'est intéressant de creuser cette idée de Berkeley, parce que c'est assez déroutant, je trouve. Ça suppose qu'il faut qu'il y ait une conscience globale, en fait, qui soit là pour valider l'existence de quoi que ce soit qui existe, finalement. Alors, on reste sur cette idée-là, en fait. La conscience, nous disent donc les auteurs contemporains, en fait, qui parlent de mondialité, hein, c'est comme l'écran de cinéma. En fait, nous, dans notre vie, on est comme face à un écran de cinéma avec notre vie qui s'imprime dessus, et on oublie l'écran. On ne pense plus à l'écran, on ne pense plus qu'au film. On s'identifie au film, on est dans le film, on est avec les acteurs, on est un acteur du film, mais on oublie complètement que pour qu'il y ait un film, il faut qu'il y ait un écran. Il faut qu'il y ait un écran blanc. Là, vous voyez la slide, vous lisez le texte, mais vous ne pensez pas qu'il faut l'écran derrière. Bon, évidemment, si je vous amène à y penser, vous y pensez immédiatement, bien sûr, vous comprenez qu'il faut l'écran. Dans le film de nos vies, on a tendance à oublier ça. On a tendance à oublier qu'il faut ce fond de conscience, en fait, dans lequel vient s'inscrire, en fait, nos vies. Mais la conscience elle-même sur laquelle s'inscrit ce film, elle se trouve hors de l'espace et du temps. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que si vous prenez l'image, si vous êtes dans un train à quai, en gare, et à côté d'un autre train. Si vous partez ou si l'autre train part, vous ne savez pas en fait. Vous n'avez pas moyen de savoir si c'est vous qui partez ou si c'est l'autre train qui part. D'accord? Donc c'est une question de relativité toute bête. Comment on fait pour savoir? Il faut un repère fixe. Le repère fixe, ça va être le quai. Il faut qu'on trouve un quai quelque part qui va nous dire si nous on est fixe par rapport au quai, ou si on est en mouvement par rapport au quai, et comme ça on va savoir si c'est le train d'à côté qui a bougé ou pas. D'accord? En fait, ça veut dire que notre conscience, elle joue le rôle du quai. Parce que là, quand on est pris dans le flux du temps, mais on a conscience qu'il y a le temps qui s'écoule en fait pour nous. Sauf que si on n'avait pas un repère hors temps, on ne serait pas conscient du temps qui s'écoule. On n'aurait pas conscience que le temps s'écoule si on n'avait pas quelque chose qui, en nous, est hors du temps. Quelque chose qui, en nous, a le repère du quai. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce que c'est un concept un peu subtil. Moi-même, je ne suis pas sûr de toujours comprendre ce que je dis. Hein, donc, l'idée, c'est que pour que nous ayons conscience du temps qui passe, du temps qui coule, il faut qu'il y ait quelque chose en nous qui soit situé en dehors de ce temps. Donc, ça rejoint l'idée que la conscience se trouve hors de l'espace et du temps. Donc voilà, c'est juste des petites idées pour vous amener à réfléchir là-dessus. L'idée de l'écran de cinéma, c'est comme la page dans les livres. Hein. Dans un livre, on a besoin d'une page blanche sur laquelle il y a le texte qui s'inscrit. On va penser qu'au texte, on lit le texte, mais s'il n'y a pas la page, il n'y a pas de texte. On ne peut pas avoir de texte sans page. Là, de la même façon, on ne peut pas avoir l'expérience de la réalité sans conscience. Voilà un petit peu les parallèles qu'on peut faire. Alors vous avez un enseignant anglais du XXe siècle, hein, qui est disparu aujourd'hui, mais qui était intéressant, qui avait inventé une méthode qu'il appelait la vision sans tête, qui était une méthode qui est censée conduire à l'éveil spirituel. Alors qu'est-ce que c'est que la vision sans tête? C'est l'idée que si on s'observe soi-même sans miroir, ben on ne voit pas sa propre tête. On ne voit pas sa tête. Donc on peut essayer de regarder comme ça, on va voir le bout de son nez vaguement, mais en fait, ce qu'il y a au-dessus des épaules, il va nous dire, ce qu'il y a au-dessus des épaules, c'est un espace. C'est un vaste espace dans lequel s'inscrit toute la réalité, tout l'univers en fait. Ce qu'on peut voir jusqu'aux étoiles, jusqu'aux galaxies lointaines, etc. Donc ce que nous avons au-dessus des épaules, ce n'est pas une tête, c'est l'univers tout entier. Voilà comment Douglas Harding présentait les choses, mais il le faisait vivre à travers des exercices, à travers des séminaires, des stages et tout ça. Il y avait plein de petites techniques, plein de petites façons d'amener les gens à réaliser ça. Mais c'est vrai qu'on peut simplement déjà partager cette idée que nous avons la sensation d'avoir une tête parce qu'on a des miroirs et parce qu'on voit que les autres gens ont une tête. Mais en fait, l'expérience qu'on a de la réalité, ici et maintenant, c'est simplement qu'au-dessus de nos épaules, il y a un espace très vaste et qui peut aller jusqu'à l'infini,
dans lequel s'inscrit, se déroule en fait la réalité que l'on vit. Vous voyez, donc ça, si vous voulez creuser cette idée, c'est Douglas Harding qui l'a proposé. Il y a d'autres enseignants aussi qui nous parlent de non-dualité aujourd'hui, qui touchent assez juste, je trouve, quand ils nous disent qu'en fait, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à vouloir, parce que nous sommes déjà ce que nous cherchons. C'est vrai que si on est des êtres spirituels, bon, si on se place dans l'hypothèse où on est des êtres spirituels, c'est-à-dire qu'il y a une intention dans l'univers qui fait qu'on est là, qu'on n'est pas là par hasard, etc., et ben on est déjà ces êtres spirituels-là. On n'a pas besoin de chercher à mettre plus, nous sommes déjà, je veux dire en tout cas par nature. Après, on peut peut-être gagner à être un peu meilleur en termes de qualité, etc., être un peu meilleur avec nos contemporains. Ça, c'est possible. Mais si par nature nous sommes des êtres spirituels, nous le sommes déjà. Donc le travail que nous avons à faire, c'est juste un travail d'acceptation. Même quelqu'un comme Eckhart Tolle, qui a écrit Le pouvoir du moment présent, c'est là-dessus qu'il insiste. Il n'y a rien à faire, vous n'avez rien à chercher, vous avez juste à vivre dans le présent, puisque justement le temps est une illusion, etc. Et en étant simplement dans le présent, vous êtes déjà pleinement ce que vous devez être et ce que la nature veut que vous soyez. Vous voyez, donc c'est intéressant parce qu'il y a un corollaire à ça, c'est que le fait même de se dire en recherche, c'est là l'erreur. Si je dis je cherche quelque chose, ça veut dire que je ne l'ai pas. Si je cherche quelque chose, ça veut dire que c'est éloigné de moi. Donc si je cherche quelque chose qui est déjà là, c'est les allégories de tous les grands romans comme l'alchimiste, etc., prophétie des Andes, etc. C'est toujours l'idée qu'on a déjà en soi ce qu'on cherche. Bon. Tous les grands romans initiatiques sur la spiritualité, ils nous disent tout ça. Nous avons déjà en nous ce que nous cherchons. Mais c'est quand même une idée forte, je trouve, que de dire que se dire je suis un chercheur de vérité, par exemple, ça sous-entend que la vérité m'échappe, qu'elle n'est pas déjà là. Hein. Donc attention, quand on se dit chercheur, à ne pas tomber dans ce piège-là, parce que bien sûr on cherche toujours quelque chose. On ne peut pas non plus rester là assis à attendre. C'est toute la problématique. Donc il faut bien faire quelque chose. Il n'y a rien à faire pour être ce que nous voulons être, en fait. C'est ça que nous disent ces gens-là, ces auteurs-là. Il y a juste à être. Voilà le message. Le message, il y a juste à être. Donc être pleinement, ça passe par tout un tas de choses, des qualités d'esprit, des qualités de bienveillance, de ce genre de choses. Mais, en tout cas, effectivement, il n'y a rien à chercher, finalement. Tout ce qu'on cherche, on l'a déjà. Vous voyez, donc ça, c'est rassurant aussi. Donc le chercheur spirituel, il est censé se reposer. C'est à ça que nous incitent tous ces auteurs-là. Et c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise aussi. Hein. Lâcher-prise. Alors l'autre façon de dire ça, c'est de dire que s'éveiller, c'est regarder ce qui regarde en soi. Ce qui, en soi, regarde. Donc c'est aussi retourner le regard vers l'intérieur. C'est vrai, il y a aussi pas mal d'auteurs qui prennent cette image-là. Donc c'est retourner le regard, c'est-à-dire que je suis à la fois conscient de ce que j'observe, donc qui est devant moi, et je suis conscient de moi en train de regarder ça. Donc ça change, dans un phénomène d'aller-retour, ça change constamment en fait, parce que quand je suis conscient de moi qui observe, ça change ce que j'observe. Et quand je suis conscient de ce que j'observe, ça change moi en train d'observer. Donc à chaque fois, il y a un petit degré supplémentaire qui est franchi, parce qu'à chaque petit degré de conscience supplémentaire que je prends, ça change ce que je perçois, ça change comment je perçois, ça change ce que je perçois, etc. etc. Et, je ne sais pas si je suis très clair là-dessus, mais c'est l'idée qu'il faut en même temps être conscient de ce qu'on perçoit et de nous-mêmes en train de percevoir. C'est ça être éveillé en fait. En théorie. Hein. Et bien sûr, ça c'est assez trivial, mais c'est ce que nous disent le bouddhisme aussi notamment, hein. Il faut se désidentifier du corps et de l'ego et des pensées, du mental, etc. Nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas les pensées, nous ne sommes pas l'ego. Alors nous sommes quoi? C'est toute la difficulté, nous sommes le soi, il faut chercher, hein. Nous sommes autre chose de plus fondamental, mais nous ne sommes pas le corps ou les pensées. Ça, c'est comme ça revient régulièrement. Alors là, j'ai pris un petit tableau en fait dans un livre de philo qui parle de phénoménologie et d'hindouisme, où il parle des quatre états en fait. Je
disais, les 4 états, donc on compare les 3 états, et on compare avec l'état d'éveil spirituel, que les hindous appellent le turiya. Donc si on prend par ligne, première ligne, donc dans le sommeil profond, il y a une absence à soi-même, on ne sait pas qu'on existe en fait, hein, il n'y a pas d'existence. Dans l'état de rêve, il y a une absence au monde extérieur, donc on vit dans un monde intérieur. Dans l'état de veille, il y a une présence au monde extérieur, même s'il n'y a pas les notions d'intérieur et extérieur, elles sont relatives, mais bon, présence au monde extérieur quand je suis éveillé. Et dans l'état d'éveil spirituel, on est au-delà de ça, il y a juste une présence à soi-même. Voilà comment c'est dit dans ce concept-là. Donc l'état d'éveil spirituel, c'est l'état d'illumination aussi qui est maintenu. Donc on suppose que c'est un état qui est maintenu, on appelle ça samadhi, satori, etc. Dans le sommeil profond, donc deuxième ligne, la conscience est obscurcie. Il n'y a pas de conscience en fait. Dans l'état de rêve, elle est trouble. Dans l'état de veille, elle est claire. Et dans l'état d'éveil spirituel, elle est pure. Après, troisième ligne, donc dans le sommeil profond, il n'y a pas de mental. Dans l'état de rêve, il y a une activité mentale qui n'est pas contrôlée. On n'a pas nos souvenirs, on n'a pas toute notre identité. On vit des choses qui nous semblent parfaitement réelles, mais quand on se réveille, on se dit non, c'est absurde. Dans l'état de veille, on a une activité mentale contrôlée. Mais justement, dans l'état d'éveil spirituel, c'est comme si on se réveillait d'un rêve aussi. Ça, on va y revenir, mais dans les expériences, par exemple, de mort imminente, les gens disent, mais j'avais l'impression que cette réalité-là, ça, c'est un rêve. Cette réalité qu'on vit maintenant, pour les gens qui vivent l'expérience spirituelle sous forme de MDE ou autre, ils considèrent que c'est comme s'ils se réveillaient d'un rêve. Donc il faut bien voir que ces états, ils sont très relatifs en fait. Ils sont relatifs les uns aux autres. C'est pour ça qu'on a fait ce tableau. Donc effectivement, l'état de veille, on a une activité mentale contrôlée par rapport à l'état de rêve, qui est une activité mentale non contrôlée. Mais dans l'état d'éveil spirituel, on est au-delà du mental, et pourtant, ça semble plus réel. Bon, pour ce qui concerne l'ego, donc l'ego est non manifesté dans le sommeil profond, à demi manifesté dans l'état de rêve, pleinement manifesté dans l'état de veille, et dans l'état d'éveil spirituel, on dit que l'ego s'étend, voilà, il y a expansion de l'ego dans le soi. Donc la notion de soi, on l'utilise aussi avec Philippe dans la physique de la conscience. C'est vrai que ça renvoie à Jung, pour ceux qui sont un peu familiers de Jung. Jung, il faisait un petit peu un équivalent en fait entre le soi et l'âme. Alors, on n'est pas obligé d'accepter tout ça, mais c'est juste des mots, hein. Il ne faut pas avoir des mots. Donc pour certains, l'âme c'est un concept, l'esprit aussi. Voilà, Jung parlait de soi, c'est vrai que c'est une façon de contourner le problème de l'âme. Mais grosso modo, le soi, pour Jung, c'était équivalent à l'âme, dans le sens où c'est ce qui en nous est éternel, immortel, etc. Et qui existe donc au-delà du mental, au-delà de l'espace et du temps. Alors justement, le temps, il n'y a pas de temps dans le sommeil profond. Le temps est subjectif dans le rêve. On a l'impression qu'on vit des aventures qui peuvent durer des années ou des heures, en tout cas, alors que ça dure quelques minutes. Et dans les autres états modifiés de conscience aussi, d'ailleurs, hein, on a une perception du temps qui est différente. Dans l'état de veille, on dit qu'on a un temps objectif, donc ça c'est par convention en fait, c'est le temps qu'on a l'habitude de connaître, et qui dépend de notre état de conscience aussi, de notre état d'attention, en tout cas, ça c'est des choses aussi sur lesquelles on peut revenir. Et dans l'éveil spirituel, on est donc au-delà du temps. Ce qui veut dire qu'il y a un au-delà de l'espace et du temps. Alors, plus simple, les 4 états, donc là pour le coup ils sont au milieu. Dans l'état de sommeil profond, eh ben, je ne pense pas et je ne suis pas conscient. Dans l'état de rêve, je ne suis pas conscient mais je pense. Dans l'état de veille, je suis conscient et je pense. Et dans le 4e état, je suis conscient mais je ne pense pas. Donc c'est là où c'est difficile à accepter quand on n'a pas vécu soi-même des états spécifiques suite à des méditations, ce genre de choses. Ce que nous disent donc, les hindous, les bouddhistes, mais on a ça aussi dans la tradition occidentale, si vous voulez chercher les sources là, c'est qu'on peut avoir des expériences de conscience sans penser, au-delà de la pensée. D'ailleurs, c'est les conseils qu'on a dans la méditation, c'est d'arrêter le flux des pensées. Sauf qu'arrêter le flux des pensées, c'est très compliqué, donc c'est plutôt
c'est plutôt d'oublier ça, c'est de laisser passer les pensées comme les nuages. Beaucoup d'enseignants vont dire ça. Laisser passer les pensées comme les nuages dans un ciel de plus en plus bleu. Et à la fin, quand le ciel est parfaitement bleu, et ben, ça veut dire qu'il n'y a plus de pensée. Mais il reste quoi? Il reste la conscience.